Il n'aurait pas dû mourir. T'es complètement dingue. Il a tué ton ami. Tenté de tuer Nightwing. Bon sang, il a failli me tuer. Et toi, tu regrettes qu'il soit mort? Il fallait que j'essaie. Si une vie peut être sauvée, je dois essayer. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film dans l'univers cinématographique de DC Comics. Rorschach's Journal. Wait, what? You're like a mile away from me right now. All I see is mouth moving. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. I guess there's a plan for all of us. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Why so serious? Bienvenue à Gotham. Aujourd'hui, nous parlons de Batman Hush, sorti en 2019 et réalisé par Justin Copeland, avec Jason O'Mara, Jennifer Morrison et Jeffrey Arend. Je suis Mathieu et, au profond de moi, j'ai pas de bonté. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films adaptés de la DC Comics, plus précisément, peut-être aujourd'hui dans les films adaptés des bandes dessinées de Batman de DC Comics. Au petit écran parce qu'aujourd'hui on fait un épisode bonus dans toute la grosse rétrospective là, que j'ai couvert là, au courant là, des 2 dernières années menant au nouveau film là, de Batman qui devrait sortir là, dans quelques semaines, peut-être un mois et demi là, en tout cas. Fait que c'est ça aujourd'hui, c'est un épisode bonus. Dans la rétrospective, vous pouvez aller sur premiervisionnement.com. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir voir la rétrospective au complet, là, qu'est-ce que j'ai couvert là, au courant là, de toutes les années. C'est pas mal tout ce qui existe là, en fait de films en live action. Il y en a un qui manque à quelque part, mais en tout cas un jour je trouverai moyen là, de le couvrir parce qu'il est vraiment comme perdu là-dedans, là, mais en tout cas là-dedans, c'est ça, sur promisionnement.com, vous allez pouvoir trouver tous les films couverts là-dedans en live action, puis en même temps plusieurs films là, qui sont en version animée que vous pouvez télécharger directement là, avec le site internet, qui est plus facile que si mettons vous téléchargez là, ou à partir là, d'un support là, comme Spotify ou Apple Podcast ou Google Podcast ou n'importe quoi là, c'est pas mal plus facile là, d'aller sur le site internet pour pouvoir voir exactement là, toutes les rétrospectives là, parce qu'elles sont toutes rassemblées ensemble, puisque la plupart des rétrospectives ont été faites tout le temps en bloc séparés, tout ça. Fait que c'est beaucoup plus facile là, d'aller sur le site internet, mais c'est pas un site nécessairement qui est dédié à l'univers de DC. J'ai couvert beaucoup d'autres films là, au travers là, du temps. On parle là, de des séries comme Terminator, qui était la première rétrospective que j'ai couvert là, en 2018. Puis d'autres rétrospectives là, par la suite, là, comme les Halloween que je vais continuer en fin d'année. La série de la Matrice que j'ai couvert là, en fin d'année dernière. Puis plusieurs autres là, que vous pouvez tout trouver là, sur le site internet. Là. C'est quand même, je crois, à mon humble avis, que c'est bien identifié. Mais c'est ça. Fait que premiervisionnement.com pour pouvoir voir tout le catalogue du podcast. Alors, le film d'aujourd'hui, il va parler beaucoup là, du code, le code éthique à Batman. Puis, on va voir comme en contrepartie, on va voir le code en guillemets, là, qui est plus trouver une solution rapide, plus de réaction du personnage de la femme chat. Le livre original de Hush, c'est genre 12 histoires, là, je pense qu'ils ont fait là, tout un arche là, sur une année complète là, dans les années début 2000. Fait que cette histoire-là a été condensée là, en un film. Il y a des éléments qui ont été pris dedans,
Puis on a réadapté, là, bien sûr, là, beaucoup d'éléments là, pour faire le film d'aujourd'hui. C'est quand même une grosse histoire, juste un condensé. Moi, j'ai pas lu la bande dessinée originale. C'est vraiment comme ma première fois là, que j'entends parler du personnage de Hush. Peut-être que vous avez vu là, sur le groupe Facebook que j'ai lu un livre là, sur toutes les 80 années là, de Batman. Ça m'a pris genre un mois et demi à le lire. Je viens juste là, de finir de le lire là, il y a quelques jours. Vraiment, là, ça s'appelle quelque chose comme The Definitive History of the Dark Knight, quelque chose de même. C'est un livre là, de 400 pages là, avec beaucoup d'illustrations là-dedans, mais officiellement c'est 400 pages, mais il y a tellement de bonus là-dedans. Tu commences à lire, puis après ça, tu es introduit là, comme la première bande dessinée là, de Batman. Là. Il y a 2-3 pages là-dessus. Mais ça, c'est quelque chose, un surplus. C'est pas dans les 400 pages en tant que tel. T'as les 400 pages, puis en plus de ça, tu as toutes plusieurs bandes dessinées. T'as comme la première bande dessinée. T'as des scripts qui ont été mis à l'écran juste pour voir comment ils ont fait, mettons, The Dark Knight Returns. Je pense qu'il y a même tout un scénario là, pour Batman 89. C'est vraiment quelque chose là, d'assez spectaculaire. Là. C'est quand même assez dispendieux. Là. Ça a tombé que j'avais un bon rabais pour l'avoir, mais si vous pouvez vous mettre la main là-dessus, c'est vraiment toute l'histoire au complet de ce qui s'est passé avec le Chevalier Noir là, depuis 1939, si je ne me trompe pas. Depuis la première fois qu'il est apparu dans une bande dessinée, puis jusqu'à aujourd'hui. On a toute l'histoire, tout ça, puis là-dedans, c'est ça, on arrive, on nous parle là, de tous les personnages, là, de tous les antagonistes là, au travers là, du temps. Puis on arrive vers les débuts 2000 où on a essayé de trouver quelqu'un d'autre d'un peu plus majeur parce que on a comme tout le temps utilisé là, le pingouin, on utilise Monsieur Freeze, on utilise comme tous des personnages là, qui sont là depuis pas nécessairement le début, mais qui ont été créés au fur et à mesure là, au courant des années. On avait eu comme Ra's al Ghul peut-être là, 20 ans avant ça, là, peut-être en tout cas les chiffres exacts, je suis pas trop sûr dans ma tête. Là, toute l'information est rentrée tellement rapide que il y a des affaires là, que je peux me tromper là-dedans. Je sais jamais là, de faire à croire que je suis le tout savoir puis tout est correct. Là, je veux juste qu'on mette ça clair sur ce que je dis tout le temps. C'est des choses que j'interprète puis que je vois de ma façon. Je veux pas me faire passer pour le gars qui sait tout sur DC, tout ça. J'en lis, puis j'en prends, puis j'en laisse, puis j'interprète. Fait que là-dedans, c'est ça. On arrive éventuellement où on a essayé de forcer là, un nouveau personnage qui s'appelle Hush, puis que dans le fond, dans la version livre, d'après ce que je peux comprendre, c'est pas du tout le même personnage qu'on va avoir dans le film. En écoutant le commentaire audio du film, on a l'écrivain, on a le réalisateur, je pense, puis un des producteurs ou le dessinateur qui parle sur le film, puis en tant que tel, quand tu as une histoire qui dure une année de temps en fait comique, qui sort une fois par mois, puis qu'en bout de ligne, là, on a toute l'histoire au complet. C'est plus facile de passer un personnage que après ça, on a une révélation à la toute fin. Que ça tombe être lui, le personnage de Hush. C'est un peu ça aussi qu'on a pensé. Pourquoi que le personnage original qui devait être Hush, on a décidé là, qu'on faisait un changement là-dessus. Par rapport quand on écoute le film, on a un nouveau personnage, on se dit par définition que c'est pas pour rien que si on a un nouveau personnage qu'on est introduit. Puis après ça, c'est qui le personnage mystère du méchant? On a comme peut-être un peu là, une idée là, que ça va être notre nouveau personnage. Ça me fait penser un peu au film de Batman et le masque du fantasme que j'ai parlé. Là, je pense que ça fait un an et demi de ça. Là, quand j'ai couvert Batman 89, j'avais fait un bonus sur ce film animé-là. Puis, on avait eu comme le personnage là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, là, l'ancienne flamme à Bruce Wayne, puis qu'effectivement, c'était elle, le masque du fantasme, là, spoiler pour le film de 1993, là, quelque chose de même. Mais c'est pour ça un peu là, que, en écoutant le film d'aujourd'hui, ne sachant absolument rien, que là, je commence à penser, il y a un ami à Bruce Wayne qui arrive, puis je me dis, ça comme pas le choix là, d'avoir être lui, là, Hush, le personnage de Hush. Fait que je me suis dit, c'est ça qui va tomber.
surprise un peu au milieu du film où il se fait descendre, puis que finalement, on va changer là, la fin. C'est un peu comme rapport à ça. Quelque part, on a dit, on va changer ça. Par rapport que c'était trop évident. Fait que en même temps, la plupart des personnes qui écoutent les films animés, c'est des personnes qui ont lu la bande dessinée, ou c'est pas toutes en tant que telles. Moi, j'en ai lu quelques-unes, puis dans la rétrospective, j'en lis quelques-unes de plus. Je me suis vraiment un peu embarqué là, dans Batman là, ces 2-3 derniers mois pour vraiment embarquer là, pour le nouveau film. Puis c'est juste pour m'embarquer pour le film. Là. C'est un univers que j'ai lu quand même une fois de temps en temps là, au courant des années, mais je m'applique un petit peu plus là, pour le podcast puis pour le nouveau film. Mais c'est ça que tous les écrivains et le réalisateur du film arrivent à dire que les gens qui ont vu ou qui vont écouter là, les adaptations de comics, il y en a beaucoup, une bonne partie là, qui ont déjà vu les bandes dessinées puis qu'ils savent un peu là, de quoi ils parlent. Fait que ça, ils savent, puis ils trouvent ça important aussi de des fois aussi avoir des surprises là, pour ces gens-là. Fait qu'en fait d'idée, ils se sont dit que si mettons toute l'histoire aussi, il n'y avait peut-être pas assez de contenu pour pouvoir faire le 1h20 là, que c'est tous les films là, animés de DC. Normalement, pour avoir du contenu puis que ce soit pas trop redondant, ils ont décidé de focusser un peu plus là, sur la relation de Batman et de Catwoman, alias Bruce Wayne et Selina Kyle. Ils ont plus forcé là-dessus aussi. Là, c'est très apparent là, qu'on essaie de faire une histoire avec eux autres. Puis il faut pas oublier là, que dans tous ces films-là, sont comme dans un univers de 16 films qui avait commencé avec un film de Flash, de Flashpoint Paradox. Que j'aimerais ça couvrir là, quand on va arriver au film de Flash. Là. Dans le fond, c'est tout un univers qui se suit. Un petit peu, on voulait faire un peu un parallèle avec la Marvel, j'imagine, dans ces années-là où on avait les Avengers, tout ça. On a essayé de faire un peu plus un univers concret. Avec DC, on le faisait aussi en live action. On a essayé là, de faire l'Homme d'acier, puis Batman v Superman, puis Suicide Squad, tout ça. Construire cet univers-là, mais aussi dans les côtés comiques ou films animés, si vous préférez, on a essayé de faire aussi la même chose. Peut-être que ça va être plus un succès là, dans le côté animé, dans le fond, là, où on va avoir réussi là, à coller 16 films ensemble, qui faisaient quand même un parallèle avec leur univers de comics là, ou de bande dessinée, où ce qu'on pouvait avoir tout la New 52 qui appelait là, à l'époque, puis pouvoir adapter là, certaines histoires, mais dans la version New 52, puis on faisait ça un peu. Là, on était quelque chose comme au 14e film là, sur 16. Fait que il y avait comme une histoire là, dans la globalité des choses. On avait eu des films là, comme La mort de Superman qui était interprété là, dans tout ça. Mais comme mettons le film de La mort de Superman, c'était 2 films. On avait comme la mort d'un bord, puis après ça, on avait là, toutes les personnes là, qui ont pris le flambeau là, sur Superman. Puis en tout cas, c'était comme une histoire aussi là, qui avait été sur plusieurs années là, à l'époque, là, dans les débuts des années 90. Puis on avait eu un autre film animé que justement il s'appelait Superman Doomsday, qui était la même histoire, mais c'était juste un film. Puis c'était vraiment comme l'adaptation de La mort de Superman pour un film. Mais là, quand on l'embarque là, dans cet univers-là, on l'adapte avec nos nouvelles versions de Superman, de Batman, de Wonder Woman, ou pas mal tous les personnages là, qui sont dans la DC. Fait que, c'est toutes des choses qui sont un petit peu différentes que quand la manière qu'ils veulent apporter ça, qui fait que il faut qu'ils soient quand même tout en genre d'unité là, quelque part. Puis il faut pas oublier aussi que ces films-là, ils sont faits comme un peu à la chaîne. Ça veut pas dire là, qu'ils sont faits là, robotiquement, puis il n'y a pas de pensée en arrière. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est que dans le fond, ces films-là, ils en font un, mais en pensant au prochain film, puis ils laissent là, des histoires pour qu'ils puissent emboîter dans la nouvelle histoire qui est souvent adaptée là, d'une certaine histoire là, de tel super-héros.
Alors, le film ouvre avec. On a le logo de Warner Brothers, où on a Daffy Duck qui tourne en rond, puis il y a genre. Monsieur Pig, là, je me rappelle plus de son nom, là, qui sort là, du logo puis qui va le ramasser. Ça me rappelle, dans le fond, les 2 dernières années, j'ai découvert 2 films animés là, de Mortal Kombat, puis je savais pas en tant que tel là, que l'animation de Mortal Kombat était vraiment une animation là, de Warner Brothers qui a été refaite à la Mortal Kombat, que dans le fond c'était Scorpion qui sortait là, qui ramassait Daffy Duck puis qui disait Get over here. En tout cas, c'est comme. Je la trouvais drôle pour Mortal Kombat, mais en voyant ça aujourd'hui, que dans le fond, on a pris la même affaire et qu'on a juste Mortal Kombat easy. Honnêtement, je la trouve comme. C'est celle-là de Mortal Kombat que je trouve comme. Vous avez comme juste refait la même affaire. Puis oui, c'est drôle qu'il sort et qu'il dit Come here. Mais, en tout cas, c'est juste que ça aurait été le fun que ça soit plus original en tant que tel. Mais en tout cas, fait que je suis pas là pour parler Mortal Kombat. On parle de Warner Brothers, qui est la même studio là, d'animation. Fait que on part tout de suite avec Bruce Wayne là, qui arrive à une soirée pourquoi qu'il est là exactement là, c'est pas très clair pourquoi, mais on va apprendre à la soirée que Selina Kyle à ce point-là aussi. Elle a été invitée par je sais pas qui, peut-être qu'elle est envoyée là, par Poison Ivy, mais en tant que telle, elle sait pas que Bruce Wayne c'est Batman, fait que pourquoi qu'il est là, c'est. Bof, en tout cas, c'est pas très clair comme je disais un peu plus tôt. L'important là-dedans, c'est d'avoir l'introduction au personnage là, de Thomas Elliott, qui devient notre suspect numéro 1 pour être le personnage de Hush. Puis, juste pour un peu embarquer là, dans l'histoire, savoir ce que Selina Kyle elle est rendue, elle aussi, puis dans le fond, la relation avec Bruce, que dans le fond, il y a déjà eu quelque chose. Puis, je vais ajouter un petit peu sur ce que j'ai dit là, dans la section précédente. Que ces films-là, ils font partie là, de comme une histoire continue là, sur 16 films. Moi, j'ai pas vu là, tous les 16 films en question. Certains, j'ai vu là, comme La mort et le retour de Superman. Là, j'ai vu ça, ça fait peut-être 2 ans de ça. Les détails en tant que tel, je m'en rappelle pas, je l'ai écouté une fois, puis j'ai fermé ça, puis 3 jours plus tard, je m'en rappelais plus, là, mais dans toute la globalité de ça, il y a des petites histoires, puis je pense que c'est important que des fois, ils nous remémorent un peu où est-ce qu'on est rendu là, dans cette histoire-là, parce qu'en même temps, je peux croire qu'il y en a là, des fans qui vont écouter tous les 16 films. Ça, je comprends très bien parce que je l'ai fait là, pour justement là, toute la rétrospective là, de DC. Puis il y a même des films là-dedans que j'avais jamais vus. Il y en a que j'avais jamais entendu parler. Puis c'est ça, dans le fond. Je comprends qu'il y en a qui vont arriver et qui vont écouter tous les 16 films. Une fois qu'ils vont sortir, ils vont dire c'est l'histoire qui continue, puis on va écouter le nouveau film, voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais en tant que tel, ils sont tous avec une genre de bannière Wonder Woman, Justice League Dark, Batman, Superman, peu importe. Ils ont comme toute en tout cas, en guillemets, une bannière là, qui dit l'histoire qui continue, elle va sous quel nom. Dans le même principe là, qu'on avait là, dans le Marvel Cinematic Universe, ce qu'on avait l'histoire en continu, mais qui commence avec Iron Man, puis après ça on a Iron Man 2, je pense, Hulk, Captain America, Thor, tout ça. Je pense que j'ai inversé là, les films, là, mais en tout cas c'est pas de ça qu'on parle là. Mais c'est ça, c'est possible aussi qu'il y a des gens qui n'écoutent pas tout chaque morceau au complet, là, chaque pièce là, du puzzle pour arriver au 14e film. Fait que je pense que c'est important aussi que comme nous replacer un peu avec les personnages, puis ces versions-là des personnages. Parce que honnêtement, même moi, avant de commencer à écouter ces films-là, pour la rétrospective, je savais qu'ils faisaient partie de la New 52. Mais est-ce qu'il était tout interrelié?
ou c'était juste comme quand même des films qui sont séparés. Ben, tu sais, c'est ça que j'ai appris un peu là, en faisant la rétrospective, que ils sont tous reliés ensemble, puis que, tu sais, de préférence, c'est important là, de les écouter en ordre. Mais pour les besoins du podcast, ben, tu sais, je pourrais juste pas faire là, les 16 films là, dans cette rétrospective-là. Puis à quelque part, ben, le but est plus de couvrir la rétrospective principale. Puis ça, c'est juste un épisode bonus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il faut qu'ils nous remettent à jour où est-ce qu'on est rendu avec la relation là, de Bruce Wayne et de Selina Kyle. Surtout que ça va être eux autres qui va être pas mal le pilier central là, de tout le film en question. Bruce Wayne ou Batman là, qui est interprété là, par Jason O'Mara. Tu sais, honnêtement, je pense qu'il va donner une bonne prestation. Ça va me faire beaucoup penser là, à Kevin Conroy quand même. Dans le fond, je comprends que c'est pas Kevin Conroy qui est là, par rapport que c'est peut-être pas le même Batman. J'ai couvert The Killing Joke il y a quelques mois de tout ça, mais c'était Kevin Conroy qui le faisait puis qui était dans le même univers, fait que tu sais, ils sont pas très consistants là, dans le choix d'acteurs. Mais en même temps, tu sais, c'est pas important pour moi là, c'est qui interprète l'acteur, tant qu'il fait quand même une bonne job d'un côté. Bon, il y a quelques semaines, j'ai parlé du film de Injustice là, qui était adapté là, d'un jeu vidéo. Puis que justement, ben, on avait comme Mark Hamill, ben, qui était pas Mark Hamill, mais quelqu'un qui essayait de faire un peu comme lui. Puis ça me dérangeait un peu là, que justement, c'était peut-être pas Mark Hamill, mais quelqu'un qui essayait de se prendre pour Mark Hamill. Puis ça me donnait un petit peu en écoutant le film. Mais là, tu sais, dans le fait que, en tout cas, la manière que c'est interprété, j'ai pas vraiment de problème avec ça là, aujourd'hui. Pareil pour Selina Kyle, qui est interprétée là, par Jennifer Morrison, qui, bon, en tant que fan de Star Trek, là, c'est la la mère du Captain Kirk là, dans l'univers reboot de J.J. Abrams, mais ça vous dit rien probablement. C'est elle qui jouait là, dans les 3 premières saisons là, du Dr. House là, comme un personnage, je pense que c'était une des docteurs là, dans ce show-là. C'est peut-être plus de l'eau que je vais plus me rappeler d'elle. Mais c'est ça, de l'avoir là, en contrepartie là, avec Jason O'Mara, ben je trouve que ils nous vendent quand même là, l'idée là, de toute leur relation là, au courant là, du film. Fait que on a c'est ça, Thomas Elliott dans le fond, que c'est juste comme vraiment on sait c'est qui, puis après ça ben on embraye tout de suite là, avec une scène d'action. On a Bane que lui il a kidnappé un garçon pour une rançon. Je sais pas si c'est vraiment le modus operandi de Bane en tant que tel là, si mettons s'il est pas en train là, de juste comme démolir Gotham là, comme dans l'histoire là, de Dark Knight Rises, ben tu sais qu'est-ce qu'il fait à part de ça. Je sais pas trop exactement quoi là, parce que mon historique avec Bane est pas mal ça dans le fond là, Dark Knight Rises, puis même Batman et Robin, que c'est un pion tout simplement là, une machine à ramasser ou à tuer ou tout simplement. Fait que là, c'est ça, tu sais, qui kidnappe un garçon là, pour une rançon. Je me dis, bon, ben, ok, c'est beau. Ça se peut que ça soit son personnage en tant que tel, c'est ça qu'il fait. Batman va arriver, puis là, dans le fond, il va le ramasser. Batman va l'électrocuter. Je me dis, bon, ok, ça peut passer parce que il y a genre son venin, puis qui fait qu'il est comme peut-être un peu un surhomme là-dedans, puis tout ça. Puis même s'il est électrocuté, il est juste comme mis en état là, de. Juste hors de nuire. Ben, tu sais, c'est comme la manière qui a été électrocuté, là, c'est vraiment quelque chose de fort en tant que tel, puis tu sais, quelque part, là, c'est dans un autre cas de réalité, Bane serait probablement mort, là, mais en tout cas, c'est pas ça qu'on veut montrer aujourd'hui. On veut montrer que Batman a un code, puis que, tu sais, tuer ne fait pas partie du code, c'est tout le temps qu'il peut éviter ça. Mais tu sais, le fait de l'électrocuter, là, puis tu vois que la manière de l'animation ou ce qu'elle est fait, ben tu sais, c'est pas juste, il a pas pogné là, un choc là, dans le 120 en mettant là, ses 2 doigts là, dans la prise de courant. Tu sais, il est vraiment là, pogné là, le courant, puis ça le grille là, de la tête aux pieds. Là. Mais en tout cas, c'est pas assez quand même pour le mettre, pour le tuer.
Parce qu'on voit Batman, il va y mettre les menottes. Fait que, tu sais, s'il y a les menottes, c'est parce qu'il est encore vivant. Mais en même temps, peut-être qu'on y met les menottes pour l'embarquer mieux sa civière, pour être sûr que les bras tombent pas ses côtés. En tout cas, fait que c'est peut-être moi qui ai vu trop de Vendredi 13-4 pour les bras qui tombent, là, qui peut penser à ça, mais en tout cas. Fait que Batman va se rendre compte qu'il y a une feuille juste une feuille verte sur Bane, puis en tout cas, peut-être que ça va l'allumer, qu'il y a peut-être Poison Ivy en arrière de toute cette histoire-là, là, mais ce sera pas ça le lien pour ce qui va envoyer Batman là, sur une autre piste. Il va y avoir le personnage de Lady Shiva qui va arriver, là, qu'elle vient de la Ligue de l'Ombre, qui va arriver là, de nulle part, qui va poser la question à Batman. Il y a quelqu'un là, qu'on sait pas c'est qui, là, mais qui a infiltré là, la Ligue de l'Ombre, puis qu'il est allé là, dans une place là, qui s'appelle le Pit de Lazarus. Que je pense que c'est l'endroit où que Ra's al Ghul se baigne dedans pour être genre immortel, là, en tout cas. Ça, c'est pas. Je suis pas trop certain de ça, mais je pense que c'est ça à peu près, là. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a un inconnu. C'est juste pour nous dire ça, parce qu'en bout de ligne, là, on n'en verra pas Lady Shiva là, du film. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour nous embarquer ça là, dans la tête. Fait que. Pendant ce temps-là, Bane, c'est ça, mis hors d'état de nuire. On va se retourner de bord. Puis l'argent qui avait été apporté là, pour la rançon, dans le fond, on avait vu Gordon un peu plus tôt là, qui est arrivé puis qui a dit bon, ben c'est bon, on a ton argent. L'argent a été volé, puis c'est Catwoman, dans le fond, là, qui a pris l'argent, puis qu'elle ramène ça là, à Poison Ivy. Mais dans le fond, on a une poursuite là, de Batman qui essaye là, de rattraper Catwoman, puis il va être sur les toits, puis après ça, Catwoman va se sauver sur un train. Batman, en essayant là, de sauter sur le train, la corde là, qui descend avec, vers le train. On va avoir Hush qui est super bon tireur d'élite, puis que finalement il va tirer sur la corde, puis que finalement Batman va se crasher carrément là, au milieu de la rue, là, pas mal plus bas. Ça le tuera pas, ça va le mettre hors d'état de nuire là, pour genre 3 minutes. Mais la manière que c'est fait, là, ces films-là, puis ça c'est un petit peu un défaut là, des films animés, c'est que le temps. On ne sait pas. Des fois, là, ça peut être super long, puis la manière c'est monté, ça paraît pas. Puis c'est le cas là, dans le film en question aujourd'hui. Il va crasher à terre, puis là, il va être peut-être paralysé, ou en tout cas, on ne saura pas trop quoi exactement l'étendue des dommages. On sait juste que il est blessé, puis ça y a fait mal, puis que il a peut-être besoin là, de chirurgie. On va voir Bad Girl qui va arriver, puis que dans le fond, là, qu'elle va récupérer là, Batman. Puis c'est ça, on va l'amener à la Batcave, puis Alfred va essayer de faire ce qu'il peut là, pour guérir Bruce Wayne, mais il va dire il faut l'envoyer à l'hôpital là, parce que moi je suis pas assez calé là, en fait de chirurgie pour pouvoir la remettre sur pied. Fait qu'on on va envoyer Bruce Wayne à l'hôpital, puis c'est là il faudrait comprendre qu'il y a peut-être une relation qui a été un petit peu renouée là, avec le personnage là, de Thomas Elliott. Mais ce qu'on va comprendre avec Thomas Elliott, c'est que Batman ou Bruce Wayne, c'est un ami d'enfance, ça fait longtemps là, qu'ils se connaissent. Mais là ils vont, dans le fond ils vont peut-être ça renouer ou pas ou quelque chose de même. C'est pas assez long en tant que tel. On voit pas assez, je pense, de Bruce Wayne et de Thomas Elliott pour un peu embarquer là, dans la relation. Il va rester comme suspect numéro 1 tout de suite tout le temps. Par rapport à ça, parce que, en bout de ligne, il est juste tout le temps là, dans les... on fait juste le voir, mais il disparaît tout le temps de l'histoire, puis on peut quasiment supposer qu'en bout de ligne, dans le fond, il est comme jaloux là, de Bruce Wayne, puis en tout cas, c'est très facile à faire des liens de même. Puis, je pense que ce film-là aurait pu, justement, une fois que Thomas Elliott meurt au milieu du film, ça aurait pas mal plus frappé, je pense, que si maintenant on aurait eu le personnage qu'on aurait vu un petit peu plus souvent, puis on aurait compris un peu, je pense que ça aurait aidé beaucoup. Mais c'est ça, le fait là, qu'on le voit pas du tout, on voit juste que Thomas Elliott arrive et il dit regarde, tu vas toujours être mon ami, puis après ça coupe, puis là Batman est sur pied, il n'y a pas
la physiothérapie puis tout, là, il n'y a rien du tout, là, il est juste sur le pied puis bang, on en retourne là, à faire là, des bad choses, là, fait qu'en tout cas. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, on a Catwoman, là, c'est ça, on savait là, qu'elle était retournée là, voir Poison Ivy là, pour donner là, l'argent qu'elle avait volé là, de Bane. Que lui, Bane, on a Batman là, qui était retourné là, à la prison de Blackgate. On a un genre de caméo là, de Amanda Waller. Que elle, c'est ça, il transfère Bane, puis finalement Bane se sauve, que finalement il veut revoir son argent. Je me dis, Bane, il est tellement dévastateur en tant que tel, y a-tu vraiment besoin d'argent? Puis c'est ça, je me dis à quelque part, il veut de l'argent pour pouvoir avoir plus là, le liquide là, pour son venin là, pour pouvoir continuer là, à être Bane. Mais tu sais, en tant que tel, je pense qu'il n'y a pas besoin d'argent. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme un petit peu ridicule. Mais en même temps, c'est des super vilains. Fait que tu sais, je pense que c'est pas important là, ces pensées-là. Il faut pas penser ça. C'est des super vilains qui font juste faire des super vilaineries, dans le fond. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, lui, il va être plus à la recherche là, de retrouver Catwoman puis son argent, dans le fond. Puis Catwoman, elle va retrouver là, Poison Ivy. Mais où ce que Poison Ivy était, est plus là. Puis dans le fond, on va avoir Batman et Catwoman. Pas Batman, mais Bane et Catwoman qui vont se battre jusqu'à temps que Batman arrive là, pour sauver Catwoman. Dans le fond, ça va toujours être un peu là, une relation on and off là, avec Batman et Catwoman. Des fois ça va être Catwoman qui va aider Batman, puis des fois ça va être l'inverse. C'est un petit peu là, pour jouer là, avec le chat et la chauve-souris. Là. En tout cas, pour faire un petit mini-jeu de mots. Fait que finalement, c'est ça. Batman avait donné là, des tranquillisants là, pour pouvoir endormir ou pouvoir rattraper là, Bane, puis pouvoir le calmer parce que dans le fond, avec le nouveau venin qu'il y a, tous les tranquillisants là, ne fonctionnaient pas. Fait que ça donne dans le fond, là, une première vraiment unité là, où Batman et Catwoman là, vont vraiment là, décider là, de travailler ensemble. Ils vont partir vers Metropolis, sachant que Poison Ivy est parti là, vers Metropolis. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, de Clark et de Lois. Puis là, il y a un bout là-dedans où on va savoir que Clark est sous l'influence là, de Poison Ivy parce que ses yeux vont flasher vert. Batman va aller voir Lex Luthor. Dans le fond, c'est un peu pas mal là, des caméos. Comme Lois Lane, c'est un caméo. Lex Luthor, pour nous dire qu'il est dans la Ligue des Justiciers. Temporairement, là, en tout cas, plus en genre de pas intérim, là, mais il est là comme invité pour l'instant. Je pense que c'est toutes des retombées là, du dernier film là, qui était là, le retour de Superman, là, fait que, ou le Reign of the Superman. Autre film dans les films là, de la mort et le retour de Superman. Bien sûr, si on a deux femmes, une bonne, une méchante, dans un film, il faut généralement là, que le scénario se rende à ce que les deux personnages se battent un contre l'autre. Catwoman, elle s'est mis des bouchons nasales pour pouvoir empêcher que Poison Ivy continue à comme l'intoxiquer là, pour qu'elle devienne là, sous son emprise. Puis finalement, c'est là où que Batman aussi va venir à sa rescousse. Mais en tant que tel, une fois que Batman est là, qui sont 2 contre 1, Poison Ivy, elle sort aussi là, son monsieur au gros bras, puis que finalement, se révèle à être Superman, qui est sous son emprise. Bien sûr, Superman, oui, il est bien fort, puis même Batman va arriver puis il va dire, s'il voulait, il pourrait me tuer n'importe quand. Mais on va apprendre aussi que Clark, il résiste, mais finalement, Poison Ivy, là, elle va vraiment plus l'intoxiquer là, avec son rouge à lèvres là, kryptonisé. Puis que dans le fond là, ça va l'intoxiquer, puis que là Superman là, va vouloir vraiment là, être prêt à tuer Batman. Mais Batman a vraiment mis ça clair aussi à quelque part que Superman là, c'est vraiment là, un bon gars, puis que
qui à quelque part, il est capable de passer au travers là, de tout ce que Poison Ivy, qu'est-ce qu'elle peut y faire. Là, Trouve-les et tue-les. Oui. Alors, notre duo Batman et Catwoman, ils ont quand même une stratégie derrière de tout ça. Catwoman, pendant que Batman est en train là, d'essayer d'envoyer Superman ailleurs, ben elle devait aller trouver Lois Lane. Puis comme donner un dilemme à Superman, de dire regarde, pense un peu avec ta tête. Puis Catwoman, ben elle a pas vraiment de code quelque part, qu'elle voit que ça fonctionne pas avec Batman, puis que Superman est sur le point là, de carrément le tuer, ben elle va pitcher Lois Lane en bas de l'édifice. Mais tu sais, c'est vraiment joué là, sur la chance, quelque part. Si mettons, oui, Superman va réussir à passer au travers là, de son intoxication, puis il va aller sauver Lois Lane. Mais si mettons ça passait mal quelque part, ben Lois Lane elle tombait flat à terre. Ben, je pense qu'il y aurait eu un plus gros problème avec Superman. Mais de l'autre côté, ben, j'ai plus le sentiment que ce Superman-là, je sais pas si lui, il serait. Je parlais là, quand je parlais d'Injustice, que finalement, ben, Superman qui vire tout comme qui vire là, dans Injustice, est-ce qu'il pourrait vraiment faire ça? Ou qui serait capable là, de passer au travers, en tout cas. Je sais pas là, si le Superman là, dans le film aujourd'hui serait. Si mettons Lois Lane, elle serait tombée à terre, qu'est-ce qui serait passé à partir de là s'il aurait viré là, à l'Injustice. Mais en tout cas. Faut pas oublier que Injustice est un univers à part, puis c'est vraiment autre chose là, que le film aujourd'hui. C'est vraiment autre chose. Faut pas confondre les deux. Là. Alors, Poison Ivy est retourné là, sous les barreaux. Fait que notre duo de Batman et Catwoman retourne à Gotham. Bruce Wayne, il va se préparer dans le fond, dans leur autre alter ego, parce que Bruce Wayne et Selena font quand même des rencontres. Bruce Wayne va se préparer là, à rencontrer là, Selena puis les sortir à l'opéra avec. Puis pendant qu'il est en train de se préparer, ben on voit que Clark Kent arrive en arrière de lui. Puis là, ben, c'est là que je me dis, ben, Superman ou Clark a pas dit qu'il allait rester à Metropolis, puis là, ça retourne à Gotham. Puis là, ben, finalement, pour me rendre compte que c'est pas Clark qui est là, c'est Dick Grayson qui est là. Là, je vais parler un peu là, des apparences des personnages dans cet univers-là. J'ai vraiment un gros problème avec le choix artistique du visage de Batman, de Superman puis de Dick Grayson, qui sont pratiquement le même visage. Puis quand que je vois des personnages, je me demande c'est lequel des trois. Puis ça, c'est quelque chose là, qui m'a dérangé beaucoup là, dans cette phase là, des films animés là, de DC. Sont indissociables. Il y a juste que Clark Kent a de l'air de Bruce Wayne avec des lunettes. Puis, tu sais, je sais pas, j'étais peut-être habitué là, avec le Bruce Wayne là, de la version animée là, des 90. Mais tu sais, il se dissociait un petit peu là, de Superman, même si Superman ressemblait quand même à Bruce Wayne d'une autre forme. Mais tu sais, il était dissociable les deux, mais là, ces versions-là sont carrément pareilles. Ils ont les yeux bleus, ils ont la chevelure est pareille, sont pareils sur tous les points, ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a Dick Grayson qui a les cheveux un petit peu plus longs, mais c'est tout. Je sais pas pourquoi ils font ce choix-là, je comprends pas. Mais c'est ça, ça fait une confusion quand on écoute une scène de même. C'est pas très très important, mais ça me prend genre une minute. J'ai écouté le film 2 fois là, pour le podcast aujourd'hui, puis à chaque fois je me suis fait avoir, je me suis dit, voyons, Clark, qu'est-ce qu'il fait encore dans l'histoire? Il vient de dire que justement il partait. Mais c'est ça, c'est ça le problème un peu là, dans le choix artistique. Puis on a Batman justement là, avec son. Il va avoir 2 sautes aujourd'hui. Il va avoir la première saute qui est toute sa saute noire que je ne pas beaucoup. Honnêtement, là, ce look-là avec tout gris et noir là, dans l'univers New 52, je suis pas très très fan là, de cette allure-là. Quand il va prendre là, le look avec la saute bleue et grise, je l'aime beaucoup mieux en tant que tel.
tel, la manière, toutes peut-être les tons, c'est sensiblement la même chose, mais j'aime mieux les couleurs, j'aime mieux comment il est représenté là, dans ces couleurs-là. C'est pas que j'aime mieux Adam West versus le look qu'il y a, mettons, là, dans Batman v Superman, où c'est gris et noir aussi. Je veux dire, j'aime les deux looks en tant que tel. C'est juste la manière qu'il est dans ce film-là. Je trouve qu'il est plus beau en bleu et gris. Là. En tout cas, ça, c'est juste mon choix personnel. Fait que Bruce Wayne part de là, puis il va faire une petite appel vidéo là, avec Damian Wayne pour, dans le fond, juste pour élargir un peu le film, puis juste pour montrer là, que c'est un univers étendu. C'est ça, Damien, il est assez drôle dans le fond, là, que c'est son garçon, puis il va arriver, là, il va commencer à parler un peu de ses femmes, dans le fond, parce que c'est son garçon, puis que Bruce Wayne, des fois ça finit mal ses affaires. Puis c'est ça, juste un petit peu un clin d'œil. Damien, je suis pas toujours certain un peu là, de ce personnage-là. J'ai pas eu assez là, de fois où je l'ai vu assez là, pour avoir vraiment une opinion là, sur le personnage. Je sais qu'il est plus tout le temps là, sur le côté rebelle. J'en ai parlé là, dans le film d'Injustice. Il y a un film là, de Batman versus Robin qui est justement là, ce Robin-là. Mais en tout cas, là, il fait juste un caméo, puis il y a son chien à côté aussi, là, que d'après ce que je peux comprendre, il vient là, des autres films en tant que tel. Là, c'était juste pour faire une continuité. Fait que c'est ça, ils vont se rendre à l'opéra. Puis, on a la relation entre Bruce Wayne et Selina, là, que dans le fond, qui fait tout le temps, là, à toutes les 10 minutes, là, on a tout le temps un peu là, d'une forme ou d'une autre, là, que ce soit là, avec costume ou sans costume, que leur relation évolue. Là, c'est la première fois, je pense, depuis le début que Bruce Wayne et Selina se parlent. Puis, dans le fond, elle explique là, que depuis les dernières fois qu'ils se sont vus, pas depuis le début, là, mais précédemment, là, avant le film, qu'elle a essayé de travailler sur elle-même, puis que elle essaie d'être plus balancée, là, d'être moins extrémiste là, d'un bord ou de l'autre. Mais qu'elle a toujours un côté là, où est capable là, qui reste tout le temps elle, mais assez atténuée, là, mais à un juste niveau. C'est comme ça qu'on veut apporter ça. Mais ça sent quand même, là, la manière que c'est interprété puis c'est démontré à l'écran, là, on sait que ça devrait techniquement là, bien finir là, leur histoire si tout va bien en tant que tel. Mais on sait pas trop là, sur le côté à Batman, lui dans le fond, c'est comme c'est juste elle là, le problème, là, la manière que c'est apporté. Mais en tout cas, ça va être un peu ça le problème là, qui va arriver là, à la toute fin du film. Alors, ils sont à l'opéra, puis pendant la prestation, il y a Harley Quinn qui va se pointer là. Puis elle, c'est ça, elle s'est fait faire du chantage dans le fond parce que le Joker s'est fait kidnapper. C'est vraiment comme le Joker se fait kidnapper. C'est un peu n'importe quoi. Là, c'est le genre d'affaire qu'on n'a jamais vraiment vu. Dans le fond, lui, le Joker s'est fait kidnapper. Puis dans le fond, on y avait, comme on l'avait attaché, puis dans le fond, c'était comme un petit peu facile pour lui là, de pouvoir se libérer, puis finalement avoir genre un peu là, de retard sur tout le monde, puis que finalement, au même moment où il va se pointer, toute la cisanie est pognée là, dans l'opéra, dans la salle d'opéra, puis finalement, on va tuer le personnage là, de Thomas Elliott, puis que finalement, ça va paraître comme si c'est le Joker qui l'a tué. Puis là, c'est là que je dis, ça pourrait être une meilleure scène si, mettons, on pourrait être un petit peu plus sur le personnage là, de Thomas Elliott. Là, il meurt, puis on le voit même pas, puis c'est sûr qu'on peut toujours un peu rester sur le fait est-ce qu'il est mort ou il est pas mort, puis en tout cas, on comprend là, à la fin de la scène que il a jamais bougé, puis que Batman avec toute sa rage, je trouve que c'est une bonne scène par contre, parce que Batman là, il va pogner Joker au cou, puis il va être prêt à le tuer. Ça baisse un peu, pendant un bout, pendant qu'il est en train de le faire. Où ce que Joker va arriver puis va dire j'aimerais ça que au moins si t'es pour me tuer puis briser ton code, ça soit à cause de moi puis pas à cause de quelque chose que j'ai pas fait. Il arrête pas d'envoyer des perches pour dire que c'est pas lui qui l'a fait. Batman il voit rouge.
Finalement, ben, Gordon va arriver en arrière, puis il va le réveiller, puis ben, le réveiller, il va juste un peu le raisonner, puis Batman va lâcher prise. Mais je trouve que quand même il faut se mettre un peu, je pense, plus sur le montage sonore où ce que Batman il va vraiment là, casser la gueule au Joker. Puis, tu sais, c'est tout un peu une unité là, de travail hein, dans ces films-là, parce que, tu sais, si mettons, puis tu peux juste te relayer au montage sonore, que si mettons, ça a l'air d'être vraiment brutal, ben, tu sais, c'est vraiment les sons qu'on va nous envoyer en tant que tel, parce que, tu sais, l'image, tu sais, ça reste juste quelque chose qui est dessiné, puis, tu sais, montrer là, que ça a frappé fort, ben, tu sais, c'est juste le montage sonore qui peut vraiment nous montrer ça. Oui, on peut en montrer un peu dans le côté visuel. Là, quand on écoutait les films animés là, de Mortal Kombat, on pouvait montrer des os qui craquent et des affaires de même. Là, c'est beau, là, mais ça va aussi avec le montage sonore. Puis honnêtement, ben, ça n'a pas l'air à faire du bien au Joker. Là. J'aimerais pas être à sa place. Alors, le Joker va être renvoyé en prison. Là, c'est comme on trouve une manière là, d'apporter tous les vilains principaux de Batman. On les apporte tous là, un à un là, dans ce film-là. Mais c'est comme un peu la toile de fond. C'est ça, je pense qu'on joue quand même assez bien là, jusqu'à présent là, pour apporter tout. Mais moi, à chaque fois que je vois le Joker dans une histoire de Batman, je me dis, bon, ben, on en revient encore au Joker. C'est comme un petit peu. Je peux pas dire que je suis tanné de voir le Joker dans une histoire de Batman, mais j'ai comme l'impression que c'est tout le temps juste une manière là, de dire, ben, il faut toujours avoir Batman versus Joker. Puis, quand on le voit pas, des fois, je suis comme content. Il n'y a pas grand film animé où on voit pas le Joker. Je comprends comment il est le fun, le personnage, mais j'ai toujours. Des fois, je trouve qu'on force trop le fait de l'amener. Là. Mais. En tout cas, fait que le prochain personnage là, qu'on va apporter là, dans l'histoire, c'est le Sphinx qui a fait un genre de vol de banque, ou en tout cas, qu'il vient de faire un vol. Et Batman, ben, c'est ça, il va embarquer là, dans sa Batmobile avec Nightwing, puis essayer d'aller rattraper là, le Sphinx. Dans le fond, c'est ça, l'affaire là-dedans, c'est qu'une fois qu'il va rattraper le Sphinx, ben, il va dire il y a quelque chose qui marche pas parce que normalement, il y a toujours une énigme qui va avec ça, puis là, ben, il n'y a pas d'énigme. Fait que, en tout cas, il va rattraper là, le Sphinx, puis il va réussir à le menotter, mais il va se rendre compte là, qu'ils sont regardés là, par le personnage de Hush. Là, j'ai pas parlé ben là, du personnage de Hush. Le personnage, en tout cas, la manière qui est dépeint, là, ben, je trouve honnêtement là, qu'il ressemble au personnage là, de Darkman, sans le chapeau, là, mais c'est un film là, des années, je pense que c'est 1990, un film de Sam Raimi. Mais c'est ça, je trouve que ça ressemble à ça. En tant que tel, je trouve que c'est avec toute son allure, tout ça, ça fait quand même assez sombre, ça fait quand même assez mystérieux. En tout cas, puis on le montre pas trop. On sait que il y a quand même une présence. Je trouve que c'est quand même le fun là, qu'on a apporté là, un nouveau personnage là, dans les films. Puis là, ben, c'est là où, dans le fond, Batman là, va être quand même pas loin de Hush. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là exactement pour que Hush réussisse à partir? Parce que là, Batman va se trouver au même endroit que Hush, mais Hush, il va être dans les miroirs. Puis finalement, ben, Batman ne réussira pas à trouver Hush, puis Hush va réussir à se sauver. Ça fait une couple de films là, que je pense, même au podcast, je parle des films là, avec des personnages dans les miroirs, mais il n'y a pas un bout. Les miroirs, une fois qu'on les casse, comme que ce soit dans le film de Bruce Lee d'Opération Dragon, une fois que les miroirs sont cassés, ben, c'est facile de voir le vilain où ce qu'il est. Puis ou dans le film là, de Conan le Destructeur, où il y a un genre de salle miroir, puis que une fois que les miroirs sont cassés, ben, on trouve le vilain. Là, c'est comme une fois que Batman a cassé tous les miroirs. Hush, il devrait être quelque part, mais finalement, ben, c'est sûr, il réussit à se sauver. Alors, ça va être là pas mal là, que Bruce Wayne va décider là, qu'il va se divulguer là,
il va dire que lui, c'est Bruce Wayne, dans le fond, ou Batman, là, peu importe le sens qu'on regarde ça, à Selina Kyle. Puis, le film va devenir un peu une autre chose à partir de ce moment-là. Dans le fond, il va devenir un couple. Puis, Selina va arriver, là, puis, elle veut quelque chose de plus que juste être des personnes là, qui travaillent là, la nuit, là, qui est en costume pour soit combattre le crime ou peu importe quoi. Ben, elle veut quelque chose de plus, elle veut évoluer à partir de là. Là, ça va être un peu envoyé comme idée que Batman, il est peut-être pas encore prêt là, à évoluer là, par-dessus Batman. Ça fait quand même assez intéressant comme idée qu'en bout de ligne, il arrive où ça fait plusieurs années là, que Batman est là-dedans. Il y a un bout où on voit toutes les cicatrices à Batman, puis c'est comme. Il y a tout ce bagage-là, mais c'est pas assez. Il y a un bout, il va arriver, il va dire à Selina, il va dire que Dick Grayson n'est pas prêt à prendre le flambeau là, sur Batman en tant que Nightwing. Batman doit toujours être là. Mais le crime est toujours en continu rendu là. Peut-être que si Batman raccroche, ben tous les vilains ils vont raccrocher aussi. Là. Mais en tout cas. Mais ça les empêche pas là, de quand même là, continuer à combattre le crime. Là. On a un petit montage où ils vont se battre contre le pingouin, contre Double Face, puis Monsieur Freeze. Dans le fond, là, ça va bien. Là, c'est elle, là, c'est la nouvelle Robin rendue là, ou lui, c'est le Catman ou quelque chose de même. C'est un duo. Il y a même un bout où on va faire une blague, là, on sait même plus c'est qui Robin aujourd'hui. Je me rappelle pas c'est qui lance ça comme ligne à quelque part, mais. C'est comme il n'est pas vraiment important. Là, le nouveau Robin, là, c'est Damien, mais on n'a pas besoin de Robin. C'est Batman et Catwoman là, dans le film d'aujourd'hui. Je ne compte pas rester là sans rien faire. Je peux t'accompagner? Je t'en prie. Mais c'est moi qui conduis. Alors, Nightwing, alias Dick Grayson, et Catwoman va se ramasser au cimetière où plutôt là, on avait vu le Thomas Elliott se faire enterrer. Dans le fond, on essaye quand même là, de forcer là, l'idée que ça peut être Thomas Elliott, dans le fond, qui est pas mort, tout ça. Même les écrivains du film, ils s'arrangent pour dire que, pour essayer d'induire en erreur là, ceux-là qui ont lu l'histoire, puis que, qui peut arriver, puis qui pourrait se dire là, que, il y a un nouveau personnage, fait que, on va jouer avec ça là, pour essayer là, de jouer dans la tête. Je trouve que c'est quand même une bonne idée rendue là. C'est l'épouvantail là, qui va être au cimetière. Puis, je trouve quand même là, toute l'animation là, avec l'épouvantail, là, la manière qu'est-ce qu'on fait avec lui. C'est quand même un peu intéressant. Là. Il y a un bout où Dick Grayson là, va être, il va être empoisonné là, par le gaz de l'épouvantail. Puis, il va imaginer là, l'épouvantail. Là, en tout cas, c'est de toute la manière c'est apporté. Là, je trouve ça quand même le fun, là, rendu là. Il va un petit peu plus artistique. Là, puis même quand Catwoman elle arrive là, pour essayer là, de donner son genre de sérum là, pour pouvoir arrêter là, les effets, ben, on va voir Catwoman aussi là, sous un autre angle. Puis d'avoir apporté là, ces petites choses-là, là, ben, je trouve ça le fun quand même. Je pense qu'on voulait quand même un peu mettre l'emphase aussi là, les relations, là, pas juste de Selina Kyle et de Bruce Wayne, ben, on voulait quand même étendre ça là, sur la guillemets, là, la famille Batman. Là. Mais c'est ça, tu sais, fait que pendant ce temps-là, ben Batman et Gordon vont investiguer parce que le bureau à Thomas Edison a été défoncé, puis là on va savoir que dans le fond l'alias de Riddler, Arthur Wayne, ben tu sais, dans le fond c'est un patient qui devait être vu là, par Thomas Elliott. Puis ben c'est ça, fait que ça ramène au personnage là, du Sphinx. Fait que Gordon et Batman vont aller interroger le Sphinx. Puis dans le fond, là, le Sphinx va comme carrément dire que c'est lui qui est Hush. Puis dans le fond, ça laisse une porte ouverte à se demander pourquoi on voyait le Sphinx, puis Hush était là aussi, pourquoi il y avait les deux. Ben,
la réponse est que finalement, ben, le Sphinx qui ont réussi à arrêter, ben, c'était pas le Sphinx, c'était Clayface. T'sais, Clayface, c'était vraiment un drôle de personnage. Il peut faire comme n'importe quoi avec ce personnage-là, rendu là. S'il peut se transformer en n'importe qui, c'est vraiment n'importe quoi. C'est peut-être le personnage le plus fantaisiste dans l'univers de Batman. Je comprends là, que il y a beaucoup de personnages qui font pas de sens d'un côté. C'est des caricatures. Mais là, ce personnage-là, il est vraiment comme n'importe quoi. Il peut se transformer en n'importe quoi. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, là, mais dans l'univers là, qu'on voit généralement dans tous les films, pour l'instant, c'est comme que je suis quasiment surpris de voir celui-là. Parce que il y a comme une logique qu'on pourrait mettre dans Bane ou dans n'importe quel autre Two-Face, qui a un côté là, qui est brûlé. Ça, je peux embarquer avec ça. Mais un personnage qui est carrément qui peut se former dans n'importe quoi. Je comprends que c'est l'univers étendu de DC aussi. On joue là, dans le sandbox là, de tout l'univers au complet. Ça, je suis capable d'embarquer avec ça. Mais on est une histoire de Batman, puis on joue avec les personnages de Batman. Puis, je verrais pas Clayface apparaître là, dans la trilogie ou une postologie là, de l'univers de Nolan. Je verrais pas ça là-dedans. Ça reste un personnage là, qui est quand même assez dur à remettre à l'écran. Mais on est un film animé, puis on peut justement là, se servir de ça. Là. Mais je m'attends pas à ce qu'un jour on voie une version là, de Clayface à l'écran, à moins qu'un jour ce soit acheté là, par Disney, puis que on décide là, d'y aller dans le piton. Mais le temps là, de faire Batman et Robin, je pense que ça aurait pu arriver là, dans un film comme Batman et Robin, mais je pense que pour l'instant là, on se tient loin de ça. Mais avec le personnage de Clayface, je sais pas si on le tue. À la fin, là, rendu là, Batman va plugger un arrosoir dedans, puis dans le fond, il va comme tout se dissoudre avec de l'eau, mais il est-tu mort? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que Batman va avoir tué Clayface? Ou est-ce qu'après un bout, là, toute la vase se remet ensemble, puis vraiment il est correct, là, mais. En tout cas, c'est en l'air de même. Peut-être que si on a besoin là, dans un des prochains films, on va trouver moyen de le ramener, puis on se posera même pas de question de comment il est revenu. Là, ça, je suis pas mal certain de ça. Mais je me pose quand même la question, c'est si, mettons, Batman a brisé son code et tué Clayface. Mais en même temps, y avait-tu une autre manière là, de sauver Gordon, que dans le fond, il avait tout été enrobé là, de par Clayface, puis dans le fond... Gordon pouvait suffoquer là, à l'intérieur de Clayface. Alors pendant ce temps-là, on avait Catwoman qui avait Dick Grayson, il avait été remis là, dans la Batmobile, puis finalement il était retourné à la maison parce que là il était sous le choc là, le sérum puis les gaz là, de l'épouvantail. Fait que Catwoman, elle, qui se retournait de bord, finalement, je sais pas si c'est l'épouvantail là, qui s'est relevé ou c'est juste Hush qui est en arrière, puis parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Catwoman, c'est ça, elle a été kidnappée, puis là, elle est attachée, puis elle est embarquée là, dans juste pas un convoyeur, là, mais c'est juste dans une genre de grue, là, puis une poignée, là, qui vraiment, elle va être envoyée là, dans une genre de déchiquetteuse. On sait qu'elle est dans une usine, puis pendant ce temps-là, pendant qu'elle est sur le point là, de se faire, elle est sur le point là, d'aller se faire déchiqueter, on a le Sphinx que lui va comme tout sortir son plan, là, qu'est-ce qui s'est passé, puis il y a tout le cheminement que Batman va devoir faire pour les trouver. Il va dire qu'il a laissé son nom là, de Arthur Wine un peu partout, puis qu'il y a juste un endroit qui reste, qui ressort là, dans les 14 endroits. Puis que c'est si tu joues au Scrabble avec les mots, les lettres de l'endroit, tu vas tomber avec l'usine en question où ils sont. C'est un gros cheminement là, que Batman va faire en quelques minutes. Là. C'est un petit peu ridicule, mais en faisant toutes les affaires au complet, c'est ça. Il va savoir que Batman va se pointer.
Mais honnêtement, je trouve que la fin a fait. Tu sais, c'est comme tout d'un coup, on arrive, là, ben là, tu sais, on avance, puis tu sais, on termine le film. Je trouve que ça arrive vite pour qu'est-ce qu'on a fait, ou tu sais, sinon, sans dire que peut-être que c'était à peu près le temps. Puis tu sais, on a fait beaucoup de détours pour rien, mais tu sais, c'est comme un petit peu bizarre. Je trouve que tout d'un coup, on se dévoile, puis tu sais, on y va. Parce que là, on a vu tous les personnages, on a vu des caméos du pingouin, on a vu le Joker, on a vu tous les autres. Puis là, ben tu sais, là, on a vu tout le monde, puis là, ben tu sais, il faut arriver juste à la fin. Puis là, tu sais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, c'est le combat final. On a Batman qui arrive, puis on a Batman qui va se battre avec Hush. Tu sais, dans le fond, ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que le Sphinx, lui, il a été augmenté, le fait qu'il est allé là, dans le Lazarus Pit. Puis c'est pour ça qu'il est quand même capable de tenir tête là, à Batman. Fait que les deux vont se battre. Et encore, c'est un combat qui va paraître assez brutal, que je vais attribuer encore un peu là, peut-être au montage sonore. Bien sûr, là-dedans, ben, on va avoir Catwoman là, qui va réussir à se défendre par elle-même. Puis qu'elle va réussir à sauver là, Batman à la dernière minute. T'sais, ça reste encore un peu une contribution, là, les deux ensemble. Mais c'est ça, dans le fond, pendant que l'usine est en train d'exploser, ben, il y a Batman là, qui, comme, qui va voir que le Sphinx est en train là, de tomber là, dans un réservoir en feu, puis finalement ben, Batman va essayer de le sauver. Finalement Catwoman elle va arriver, va dire garde là, tu vas pas mourir, pour essayer de la retenir pour l'empêcher de mourir. Ben, elle va couper la corde, puis dans le fond les deux vont se sauver. En tout cas, la manière que c'est apporté, le Sphinx serait mort là. C'est sûr que Catwoman elle va arriver avec l'idée, ou Selina, là, si vous préférez. Elle va arriver avec l'idée, ben tu sais, regarde, c'est quoi, tu serais mort en tant que tel, essayant de l'empêcher de mourir. Batman va arriver avec le principe, il va dire, ben tu sais, regarde, si je l'aurais laissé mourir, puis je savais que j'étais capable d'essayer de le sauver, ben tu sais, je suis pas mieux qu'un autre, là, ou un des super vilains, quelque part. Je l'ai laissé mourir. Tu sais, ça me fait penser un peu à la fin de Batman Begins, où ce que Batman, il dit carrément là, à Rachel Gould, il dit je suis pas obligé de te sauver, là, puis Rachel Gould, ben dans le fond, il meurt là, avec le train qui crash, tu sais. Ça m'a ramené directement à ça, là, mais je pense que c'est ça, c'est pas le même Batman aussi, là, faut pas oublier ça. Fait que tu sais ça va faire que Catwoman elle a dit que elle était capable un peu là, de justement se balancer peut-être un peu plus là, vers le côté là, blanc de son côté gris à quelque part. Elle était peut-être plus dans le côté noir, puis là ben, elle s'en va plus vers le gris, mais que Batman est resté quand même tout le temps dans son code, puis sans vraiment là, juste être flexible. Il est pas capable du tout, il reste tout le temps pareil. Puis dans le fond, ben, ça va faire que les deux personnages là, pourront pas là, coexister ensemble. Puis que finalement, ben, le film va finir là-dessus, que leur couple là, va briser. Là. C'est juste comme une fin un peu triste pour ces deux personnages-là. Parce que c'est toujours apporté là, que le personnage là, de Selina Kyle ou Catwoman, c'est le fit parfait pour Batman. C'est juste que Batman qui est trop rigoureux dans ses principes et que les relations ben, sont pas capables de durer. Alors, en conclusion, c'est un film qui est, on sent qu'il y a un peu de padding quelque part, surtout quand on arrive à la fin. Que on a vu beaucoup de caméos, il y a eu beaucoup de personnages là, qui sont apparus, puis comme j'ai dit là, il y a quelques minutes, c'est ça l'affaire, c'est que tout d'un coup ben, on a comme plus de raison vraiment là, de continuer à élaborer le film, parce que on n'a plus de personnages qu'on connaît qu'on peut apporter au film. C'est ça un petit peu le problème du film, c'est que ça a l'air d'être juste une attaque là, de caméo. Mais, à quelque part, si maintenant on aurait trouvé un lien pour rapporter un autre personnage qu'on connaît pas, ben, on l'aurait fait, le King Tut ou quelque chose de même, n'importe qui, là. On les aurait ramenés, puis c'est un petit peu le problème là, du film, c'est que on fait juste comme continuer l'histoire, puis on met un nouveau vilain.
Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment de raison d'être. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est un côté négatif, en fait, d'histoire, mais ça reste que quand même l'histoire qu'on apporte avec Bruce Wayne et Selina Kyle, je trouve que ça soutient quand même pas mal le film dans sa globalité, parce que même si on voit tous les autres vilains, c'est pas vraiment l'histoire en tant que telle. L'histoire de Hush n'est pas le film en question. C'est ça qui est un petit peu là, étrange là, dans la conclusion que je peux dire. C'est un film, je vais l'endosser. Je trouve que l'intrigue qu'on apporte, puis tout ce qu'on apporte comme histoire en tant que telle, je trouve qu'on a réussi quand même à faire un bon film là, pour sa globalité. C'est juste que, tu sais, il faut pas dire que, bon, ben, c'est le fun là, d'avoir eu un Batman, le Joker qui est contre Batman, qu'on ait vu un peu Poison Ivy. Je trouvais ça le fun aussi de voir Poison Ivy. Genre, je pense dans les films animés, là, je l'ai pas vu souvent. Puis tu sais, plusieurs autres personnages, même Bane aussi, là, je l'ai pas vu souvent là, dans les films animés. Fait que, tu sais, voir ces personnages-là, je trouve ça le fun. Il y a un bout où ce qu'on arrive aussi, j'en ai pas parlé, là, que finalement, à la fin, là, c'est le Riddler à la tête, un personnage que je trouve qui est sous-utilisé. Pourtant, tu sais, on nous dit dans le film là, que c'est un vilain là, de type C. Quand je pense que c'est un vilain de type A, tu sais, en tant que tel, là, je pense que c'est un des 3-4 vilains là, qui sont très importants là, dans l'univers de Batman. Puis je trouve qu'on s'en sert pas assez souvent. Faut que je veux qu'on le sature comme qu'on fait avec le Joker, comme qu'on fait peut-être tranquillement, là, qu'on ramène tout le temps le Catwoman. C'est pas que j'ai besoin d'avoir souvent le Sphinx. Tu sais, dans Batman à jamais, j'ai pas vraiment trippé là, sur Jim Carrey en faisant le Sphinx, mais je trouve que c'est un personnage qui revient pas bien souvent. Puis pourtant, c'est un peu. Ben, peut-être que je me base aussi là, sur la version des années 60 ou même le film, que je vais considérer que peut-être que c'est les 4 vilains principaux qu'on a dans ce film-là, là, avec le pingouin. Le Joker, le Sphinx, puis la femme chat, peut-être que c'est pour ça que je vais penser là, que c'est toujours les 4 personnages principaux. Mais tu sais, on peut rajouter quand même là-dedans là, Double Face, puis possiblement Bane. Mais je dirais peut-être que Bane, je l'amènerais au B+, plus que dans le A, là, ou A-, là, en tout cas. La différence entre A- et B+. Là. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est le fun, pareil, d'avoir apporté un nouveau personnage avec le personnage de Hush. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas un vrai nouveau personnage parce que c'est le Sphinx déguisé d'une autre manière, mais d'avoir apporté un nouveau mystère quelque part dans cet univers-là. Je sais qu'il y en a plusieurs affaires là, dans l'histoire là, qu'on peut compter là, sur plusieurs personnages puis avoir des nouveaux personnages, mais souvent ça retourne tout le temps aux personnages qu'on connaît. Mais là, c'est ça, tu sais, avec le personnage de Hush, on a quand même une nouvelle réinterprétation du personnage là, du Sphinx. Puis ça fait quand même un peu de souffle nouveau là, dans cet univers-là. Puis je suis quand même capable là, d'accepter le tout pour le film. C'est pas nécessairement le meilleur film là, animé là, de DC, mais c'est un film là, que je suis quand même capable d'endosser. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter et commenter sur la publication d'aujourd'hui puis dire dans le fond qu'est-ce que vous pensez là, du personnage de Hush puis l'adaptation là, dans le fond des changements qu'on a fait, si maintenant ça fait votre affaire ou vous trouvez ça une trahison, que même si vous connaissez le punch à la fin que c'est Thomas Elliott, puis que là, ben, c'est ça, on a changé ça pour le Sphinx. Est-ce que pour vous, on aurait dû quand même garder le Thomas Elliott et pas changer ça? Juste une question là, qu'on fasse vraiment une adaptation fidèle. En tout cas, pour qu'est-ce qu'on peut faire là, quand on condense ça là, pour un médium visuel. Mais c'est ça, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le matinal. I know it seems strange. I don't mean to make you uncomfortable. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth, maybe a hug, Dad. What is it with you people? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. You can save a cow. You can save gold. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. What are your superpowers again? I'm rich.
N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The very fate of our nation may rest on the shoulders of Jonah Hex. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. The pen is truly mightier than the sword. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. All right, everyone. Chill. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. We're bad guys. It's what we do.